Sophia enseignait la langue des signes à un garçon blême dans la banquette du fond du dîner, tous les mardis. Le père de l'enfant observait depuis l'ombre, sans jamais parler. Ce qu'elle ignorait, c'est que le roi des vampires cherchait depuis des siècles quelqu'un capable d'atteindre son fils maudit, et maintenant, il ne la laisserait jamais partir. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Les néons du Moonrise Diner grésillaient comme des insectes piégés dans l'obscurité d'octobre, projetant des ombres dures sur les banquettes en vinyle craquelé et le linoléum taché de café qui avait connu des décennies meilleures. Sophia Martinez essuyait la table 12 pour la troisième fois ce soir-là, ses gestes automatiques après 6 ans de service double dans cette ville de montagne que le temps semblait oublier. À 24 ans, elle se déplaçait avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui savait que les pourboires payaient le loyer et que la gentillesse ne coûtait rien. Ses cheveux sombres tirés en une queue de cheval qui se balançait tandis qu'elle naviguait entre les tables remplies de camionneurs, d'habitués et du touriste perdu occasionnel qui s'était aventuré trop loin sur la route sinueuse menant à Ravens Hollow. La cloche au-dessus de la porte tinta sa note discordante à 19 heures précises, et Sophia sentit ce battement familier dans sa poitrine en se tournant vers la banquette 7, où un garçon blême aux traits éthérés glissa sur le vinyle rouge craquelé, suivi par un homme dont la présence semblait absorber la lumière de la pièce. Gabrielle paraissait avoir 8 ans, mais se tenait avec la gravité d'une vieille âme, sa peau translucide comme un clair de lune d'hiver, ses yeux possédant des profondeurs que des yeux d'enfant ne devraient jamais avoir. Son père, qui s'était présenté simplement comme Adrienne lors de leur première rencontre 3 mois plus tôt, se déplaçait avec une grâce prédatrice, s'installant dans l'ombre du haut dossier de la banquette où la lumière du plafond n'atteignait pas tout à fait son visage anguleux. Le garçon fixait ses mains, les pliant et les dépliant en motifs que Sophia reconnaissait comme des tentatives frustrées de communication, tandis qu'Adriane commanda un café noir d'une voix pareille à du velours traîné sur de l'acier, sans jamais le boire, sans jamais détourner le regard de la lutte silencieuse de son fils. Sophia s'approcha de leur table avec les pas prudents de quelqu'un qui avait appris à sonder l'atmosphère d'une pièce, portant le verre d'eau habituel de Gabriel qu'il toucherait sans jamais le boire, le cœur serré en observant l'isolement de l'enfant. Elle avait perdu son frère Miguel dans un accident de voiture 5 ans auparavant, se souvenait de sa frustration quand ses appareils auditifs tombaient en panne et que le monde devenait silencieux, se souvenait de la façon dont ses mains bougeaient en signe désespéré qu'elle seule comprenait. Le silence de Gabriel semblait différent, plus lourd en quelque sorte, comme s'il portait le poids de siècles plutôt que d'années. Elle s'agenouilla à côté de la banquette, ses mouvements lents et délibérés, et commença à former les signes de base qu'elle avait appris à l'université pour communiquer avec Miguel. L'effet sur Gabriel fut instantané et foudroyant. Ses yeux pâles s'écarquillèrent, ses pupilles se dilatant comme une fleur s'ouvrant au soleil, ses petites mains tremblant alors qu'il signait timidement en retour, le mot pour bonjour formé avec une précision parfaite malgré l'absence de formation formelle. La tasse de café d'Adriane s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres, ses yeux anciens reflétant quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, si l'espoir pouvait survivre à des siècles de déception. Sophia sentit des larmes lui piquer les yeux, tandis que le visage de Gabriel passait de la résignation à l'émerveillement, ses mains bougeant plus vite maintenant, signant les mots pour seul et triste, et finalement les formes hésitantes pour ami. Elle signa en retour, ses mouvements prudents et clairs, lui apprenant les mots pour heureux et chaud et en sécurité, observant comment chaque nouveau concept déverrouillait quelque chose de précieux dans son expression gardée. Les autres clients du diner s'agitèrent mal à l'aise sans comprendre pourquoi, certains se dirigeant vers des tables près des fenêtres avant, d'autres finissant leur repas plus vite que d'habitude.
comme si un instinct primaire les mettait en garde contre la famille blême de la banquette Sept. Madame Chen, la propriétaire du diner, observait de derrière le comptoir avec des yeux inquiets, ses mains usées par le temps serrant un torchon comme un talisman. Adrian observait tout avec l'immobilité d'un prédateur, son regard passant de la douce patience de Sophia à la joie sans précédent de Gabriel, calculant quelque chose dans l'obscurité derrière ses yeux. Sophia apprit à Gabriel les signes pour lire et apprendre, et demain, promettant d'apporter des histoires pour enfants mardi prochain, son cœur se gonflant alors que le sourire du garçon éclatait sur son visage comme l'aube sur les sommets des montagnes. Quand ils partirent enfin, Gabriel se retourna pour dire au revoir dans l'embrasure de la porte, sa petite main formant le signe pour merci avec une révérence attentive, tandis que les yeux d'Adrian s'attardaient sur Sophia avec une intensité qui fit picoter sa peau d'une conscience électrique. Elle nettoya leur table avec des mains tremblantes, notant que le verre d'eau de Gabriel était resté intact et que le café d'Adrian avait refroidi sans qu'il en ait pris une seule gorgée. Le mardi suivant arriva avec le premier givre de l'automne, peignant les fenêtres du diner, et Sophia apporta un livre d'images pour enfants sur les animaux, l'étalant sur la surface marquée de la table, tandis que Gabriel rebondissait d'excitation sur son siège. Ces progrès étaient remarquables, presque surnaturels dans leur rapidité, alors qu'il absorbait de nouveaux signes avec une faim qui témoignait d'années passées dans un silence frustré. Sophia lui enseignait des concepts à travers des images, lui montrant le dessin d'un chat et démontrant le signe, le regardant le répéter parfaitement du premier coup, ses capacités d'apprentissage améliorées se manifestant de manière qui semblait impossible pour un enfant humain. Elle remarqua des détails que son esprit pratique classa comme des bizarreries médicales. La peau de Gabriel restait glaciale même dans l'air surchauffé du diner. Son souffle ne formait jamais de buée sur les fenêtres malgré le froid d'octobre. Et quand elle jeta un coup d'œil au miroir derrière le comptoir tout en lui enseignant, elle pouvait voir clairement son propre reflet, mais son image à lui semblait étrangement translucide, comme une photographie en double exposition. Adrian commença à parler davantage pendant ces sessions, sa voix portant des accents qui semblaient changer et onduler comme de la fumée, posant à Sophia des questions prudentes sur sa famille, son éducation, ses projets pour l'avenir. Elle se retrouva entraînée dans des conversations qui semblaient à la fois intimes et dangereuses, partageant des histoires sur l'accident de Miguel, sa culpabilité d'être celle qui avait survécu, ses rêves de voyager au-delà des frontières montagneuses de Ravens Hollow. Adrian écoutait avec l'intensité de quelqu'un cataloguant chaque mot pour référence future, ses questions sondant plus profondément chaque semaine, apprenant sur sa solitude, ses instincts protecteurs, le manque maternel que la présence de Gabriel semblait combler. Les autres clients laissaient à leur banquette une distance de plus en plus grande, certains se signant inconsciemment en passant, d'autres trouvant des raisons soudaines de payer leurs factures et de partir plus tôt. Madame Chen prit Sophia à part après leur troisième session prolongée, sa voix baissant jusqu'à un murmure inquiet alors qu'elle expliquait que la famille Blame venait au dîner depuis des décennies sans vieillir d'un seul jour, que les légendes locales parlaient de créatures qui se nourrissaient de plus que de la nourriture, que certains clients juraient avoir vu les yeux de l'homme refléter la lumière comme ceux d'un animal dans l'obscurité. Sophia rejeta les avertissements en riant, les attribuant à la superstition des petites villes et à la peur naturelle que les gens ressentaient envers quiconque était différent. Mais elle ne pouvait pas chasser le souvenir de la façon dont les autres clients évitaient instinctivement leur coin du diner. L'attachement de Gabriel pour elle se renforçait chaque semaine, ses signes devenant plus complexes à mesure qu'il apprenait à exprimer des émotions qu'il n'avait jamais pu partager. Il lui parla de la grande maison où il vivait, tout en ombre et en silence, de serviteurs qui se déplaçaient sans parler et de pièces où ses pas résonnaient comme des bruits de fantômes. Plus déchirant encore, il commença à associer Sophia à la sécurité et à la chaleur, ses signes pour elle évoluant de professeur à ami, à quelque chose de plus proche du concept de mère, bien qu'il n'ait jamais signé ce mot particulier en sa présence.
Adrian observait ces développements avec un mélange de gratitude et de possessivité, ses traits anciens s'adoucissant lorsqu'il observait la joie de Gabriel, se durcissant lorsque d'autres clients essayaient d'engager la conversation avec Sophia. Elle se sentait attirée par le père et le fils d'une manière qui défiait la logique, le besoin innocent de Gabriel éveillant ses instincts protecteurs, tandis que la présence mystérieuse d'Adrian suscitait des sentiments qu'elle ne pouvait nommer. Lors de leur 6e session du mardi, Gabriel a pris le signe pour famille, ses petites mains formant le concept avec une révérence attentive avant de pointer vers Adrien, puis vers Sophia, puis de nouveau vers lui-même. Le geste était innocent mais profond, et Sophia vit les mains d'Adrien se crisper sur le bord de la table, ses jointures devenant blanches de tension. Cette nuit-là, Gabriel tenta de signer le mot mère pendant leur leçon, ses mains formant le M familier contre son menton. Mais au lieu de compléter le signe, il pointa vers le ciel avec une expression de profonde tristesse. Le cœur de Sophia se brisa en comprenant sa signification, que sa mère était au ciel, hors de sa portée. Sans réfléchir, elle attira le garçon dans une douce étreinte, sentant son petit corps trembler contre son épaule alors qu'il s'accrochait à elle avec un besoin désespéré. La réaction d'Adrian fut subtile mais sismique, sa respiration s'arrêtant complètement pendant plusieurs battements de cœur, ses yeux reflétant quelque chose d'ancien et d'affamé, alors qu'il regardait Sophia réconforter son fils avec une tendresse maternelle. Quand Gabriel se retira enfin, ses joues pâles étaient mouillées de larmes, mais son expression tenait une paix que Sophia n'avait jamais vue auparavant. Adrian paya leur facture cette nuit-là avec des billets qui semblaient neufs malgré leur âge apparent, ses doigts effleurant le poignet de Sophia en lui tendant l'argent, le bref contact envoyant une décharge électrique le long de son bras. Cette nuit-là, Sophia était allongée dans son appartement du 3e étage au-dessus de la rue principale de la ville de Montagne, le sommeil la fuyant alors qu'elle rejouait l'étreinte désespérée de Gabriel et le regard intense d'Adrian. Le bâtiment craquait autour d'elle, le vieux bois se tassant dans le froid d'octobre, mais à 3 heures du matin, un son différent la fit se redresser d'un bond dans son lit. Quelqu'un tapait doucement à la fenêtre de sa chambre, un rythme régulier qui suggérait la patience et un temps infini. Elle s'approcha de la vitre sur des jambes tremblantes. Écartant les fins rideaux pour révéler Adrien debout sur l'étroite échelle de secours, ses traits pâles lumineux au clair de lune, son manteau sombre, insensible au vent qui envoyait des feuilles d'automne tournoyer devant sa fenêtre. Il n'essaya pas d'entrer, ne se pressa pas contre la vitre, ni n'exigea l'entrée, attendant simplement avec l'immobilité de la pierre sculptée jusqu'à ce qu'elle soulève la fenêtre de quelques centimètres, l'air froid de la montagne s'engouffrant pour lui couper le souffle. « Gabriel est mon fils », dit Adrien sans préambule, sa voix portant clairement malgré le vent. Maudit au silence non seulement par la surdité, mais par une magie noire qui le tient prisonnier depuis des années sans nombre. Vous êtes la première personne à l'atteindre, à lui donner de l'espoir, à lui montrer de la gentillesse sans chercher quelque chose en retour. L'esprit pratique de Sophia rejeta ces paroles même si son cœur reconnaissait leur vérité, se souvenant de la vitesse d'apprentissage impossible de Gabriel, de sa peau froide, de son reflet absent, de tous les petits détails que ses pensées rationnelles avaient écartés. Adrian continua de parler de cette voix hypnotique, expliquant que Gabriel avait besoin d'elle, que sa malédiction pourrait être brisée par quelqu'un qui pourrait l'aimer sans rien attendre en retour, que le cœur pur de Sophia la rendait particulièrement qualifiée pour sauver un enfant piégé entre deux mondes. Il lui fit une proposition qui ressemblait plus à un contrat contraignant, lui demandant de continuer à enseigner à Gabriel, mais sous sa protection, dans sa maison, où elle pourrait se concentrer entièrement à aider son fils à guérir. Sophia se retrouva à se pencher plus près de la fenêtre, attirée par ses paroles, et l'amour désespéré qu'elle entendait sous son extérieur contrôlé, mais la peur la retenait.
l'instinct l'avertissant qu'accepter son offre changerait tout pour toujours. Quand elle hésita, le masque humain d'Adrien glissa juste assez pour révéler la vérité en dessous. Son mouvement fut inhumain, trop rapide pour que ses yeux puissent le suivre alors qu'il apparut soudainement pressé contre la vitre, des crocs dépassant de ses lèvres pâles, ses yeux reflétant le clair de lune comme des miroirs. « Je ne suis pas humain, » dit-il simplement, sa voix ne portant aucune menace malgré son apparence monstrueuse. « Mais mon amour pour mon fils est la chose la plus humaine en moi. » L'aveu flotta dans l'air entre eux comme un pont au-dessus d'un abîme, terrifiant et en quelque sorte beau dans son honnêteté. Sophia le fixa à travers la vitre, son esprit tourbillonnant alors que les pièces d'un puzzle impossible se mettaient en place, comprenant enfin pourquoi les autres clients craignaient leur banquette, pourquoi Madame Chen se signait quand il passait, pourquoi Gabriel ne mangeait jamais ni ne projetait de reflets corrects. Les traits d'Adrian s'adoucirent pour retrouver une beauté humaine, mais ses yeux restèrent inhumains, anciens et patients comme la pierre des montagnes. Il n'attendit pas sa réponse, respectant son besoin de traiter cette révélation sans pression, mais avant de disparaître dans la nuit avec une vitesse surnaturelle, il plaça un petit objet sur son échelle de secours. Sophia attendit plusieurs minutes avant d'ouvrir complètement la fenêtre et de récupérer un pendentif en argent ancien, sa surface chaude malgré le froid d'octobre, ses gravures complexes semblant bouger et changer au clair de lune. « Quand vous vous déciderez, » avait-il dit de cette voix de velours sur de l'acier, « tenez simplement ceci et prononcez mon nom. » Le pendentif semblait lourd dans sa paume, non seulement de son poids physique mais de la gravité du choix. Avec la connaissance que Gabriel attendait quelque part dans l'obscurité, un enfant maudit qui avait enfin trouvé quelqu'un qui pouvait comprendre ces mots silencieux. Sophia passa 3 nuits blanches à serrer le pendentif en argent, sa surface chaude, un rappel constant du choix impossible qui se présentait à elle, tandis qu'elle faisait des recherches sur toutes les légendes locales qu'elle pouvait trouver dans la minuscule bibliothèque de Ravens Hollow. La bibliothécaire, une femme âgée nommée Madame Hartwell, observait d'un œil averti. Sophia tirait des volumes poussiéreux sur le folklore régional, ses doigts tremblants en lisant les récits du roi des ombres qui régnait depuis le manoir Blackthorn, une créature des ténèbres qui avait terrorisé les communautés montagnardes pendant des siècles avant de se retirer mystérieusement du contact humain. Les histoires dépeignaient Adrian comme un monstre d'une cruauté incompréhensible, un seigneur vampire qui commandait des légions de morts vivants et ne montrait aucune pitié à ceux qui croisaient son chemin. Pourtant, ces contes semblaient déconnectés de l'homme qu'elle avait observé, montrant une si tendre sollicitude pour son fils silencieux. Madame Hartwell s'approcha finalement de sa table le 3e jour, sa voix baissant jusqu'à un murmure alors qu'elle expliquait que sa grand-mère avait travaillé comme femme de chambre au manoir Blackthorn dans les années 1920, que le maître Blême avait été beau et terrifiant à parts égales, et que les serviteurs qui lui déplaisaient disparaissaient simplement sans laisser de traces. L'esprit rationnel de Sophia luttait pour concilier ces sombres légendes avec ses souvenirs de l'amour évident d'Adrian pour Gabriel, la façon dont ses traits anciens s'adoucissaient quand il regardait son fils tenter de communiquer, l'espoir désespéré qu'elle avait entrevu dans ses yeux inhumains. Le mardi arriva avec de lourds nuages gris qui promettaient une neige précoce, et Sophia attendit à la banquette 7 avec un nouveau livre pour enfants et un cœur plein d'anticipation anxieuse. Mais 19 heures passèrent sans aucun signe de la famille Blême. 20 heures passèrent, puis 21, et à chaque tic-tac de l'ancienne horloge murale du diner, l'inquiétude de Sophia se transforma en panique alors qu'elle imaginait Gabriel assis seul dans un manoir ombrageux, se demandant pourquoi son professeur l'avait abandonné. Madame Chen observait de derrière le comptoir Sophia faire les 100 pas entre les tables vides, son inquiétude évidente malgré ses avertissements antérieurs sur la mystérieuse famille qui ne vieillissait jamais. À 22 heures, Sophia ne pouvait plus supporter l'incertitude.
ses instincts maternels l'emportant sur sa peur, alors qu'elle sortait dans la ruelle arrière du diner, tira le pendentif de sous son pull et murmura le nom d'Adrian dans le vent de la montagne. Il apparut si instantanément qu'elle recula en trébuchant contre le mur de briques, sa forme blême se matérialisant depuis des ombres qui semblaient plus profondes que l'obscurité naturelle, ses yeux reflétant l'unique lampadaire de la ruelle avec une intensité prédatrice. Gabriel vous réclame, dit Adrian sans préambule, sa voix portant des notes de soulagement et quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Il refuse de manger ou de se reposer tant qu'il ne saura pas pourquoi vous n'êtes pas venu. Le cœur de Sophia se serra à l'image du garçon solitaire qui l'attendait, et avant qu'elle ne puisse reconsidérer sa décision, elle se retrouva à accepter de venir avec Adrian pour aider Gabriel de toutes les manières possibles. Le monde se brouilla autour d'elle, alors qu'Adrian se déplaçait avec une vitesse inhumaine, la transportant à travers des cols de montagne enveloppés d'une brume perpétuelle, passant devant d'anciennes forêts de pins qui semblaient murmurer des avertissements, jusqu'à ce qu'ils émergent devant une forteresse gothique qui défiait la logique architecturale. Le manoir Blackthorn s'élevait du flanc de la montagne, comme quelque chose sculpté dans les cauchemars, ses tours et ses flèches disparaissant dans les nuages bas, ses innombrables fenêtres brillant d'une lumière chaude qui semblait pulser de son propre battement de cœur. Le bâtiment existait partiellement en dehors de la réalité normale, réalisa Sophia avec une merveille et une terreur croissante, ces pierres usées par des siècles d'intempéries et pourtant en quelque sorte éternelles, ces jardins fleuris de fleurs qui n'avaient aucune raison de survivre à cette altitude à la fin d'octobre. Adrian la porta à travers d'imposantes grilles de fer qui s'ouvrirent à leur approche sans aucun mécanisme visible, à travers des cours pavées de pierres plus anciennes que la ville en contrebas, passant devant des fontaines dont l'eau chantait avec des notes musicales qui résonnaient dans ses eaux. L'intérieur du manoir était écrasant dans sa sombre grandeur. De vastes salles bordées de tapisseries dépeignant des scènes de siècles d'histoire européenne. Des portraits de belles personnes en costume d'époque, dont les yeux semblaient suivre les mouvements de Sophia. Leurs visages présentant de subtiles similitudes qui suggéraient des liens familiaux s'étendant sur plusieurs vies. Des armures anciennes montaient la garde dans des alcôves entre d'immenses bibliothèques, tandis que des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes qui se déplaçaient indépendamment de leur source de lumière. Et partout où Sophia regardait, elle voyait des preuves d'une immense ancienneté et d'un pouvoir surnaturel. Gabriel apparut en haut d'un vaste escalier de marbre comme un ange blême dans une cathédrale gothique, sa petite silhouette dévalant les marches avec une joie désespérée, ses mains déjà en mouvement dans un langage des signes frénétiques alors qu'il arrivait à ses côtés. Il lui raconta par des gestes rapides sa solitude pendant son absence. Comment les serviteurs du manoir ne pouvaient pas comprendre ces mots silencieux, comment il avait craint qu'elles ne reviennent jamais pour continuer leur leçon ensemble. Sophia s'agenouilla à son niveau, signant des mots de réconfort et des excuses, son cœur se brisant en voyant le soulagement inonder ses traits éthérés, la façon dont ses petites mains s'accrochaient aux siennes, comme si elles pouvaient s'évanouir comme un rêve. Adrian assista à leur retrouvailles avec des émotions complexes se dessinant sur ses traits anciens, la gratitude se mêlant à la possessivité, l'espoir luttant avec la patience calculatrice d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. D'autres silhouettes émergèrent des ombres du manoir, alors que Gabriel menait Sophia plus profondément dans ces salles labyrinthiques. Des êtres pâles qui se déplaçaient avec une grâce inhumaine et l'observaient avec des yeux qui contenaient des siècles d'expérience. Sophia réalisa avec un malaise croissant qu'elle n'était pas seulement entrée dans une maison, mais dans un sanctuaire pour des créatures qui ne devraient pas exister. Un refuge où les vampires vivaient selon leurs propres lois anciennes, et qu'elle était maintenant complètement à leur merci. Ce soir-là, Adrian conduisit Sophia à la vaste bibliothèque du manoir, ses étagères s'étendant du sol à un plafond incroyablement haut,
remplis de livres dans des langues qu'elle ne pouvait pas reconnaître aux côtés de volumes qui semblaient murmurer quand elle passait. D'anciens fauteuils en cuir étaient assis devant une cheminée assez grande pour rôtir un cerf entier. Et c'est là qu'Adrien lui raconta enfin l'histoire complète de Gabriel, sa voix portant le poids des siècles, alors qu'il expliquait la malédiction qui avait détruit l'enfance de son fils. Il avait été un roi cruel, admet Adrian, sans aucune tentative d'excuse ou de justification. Un seigneur vampire qui conquérait des territoires par une terreur systématique, qui traitait les vies humaines comme des ressources à consommer plutôt que comme des trésors à protéger. Sa transformation de monstre en père avait commencé quand il avait rencontré Helena, une femme humaine dont la gentillesse et le courage avaient progressivement éveillé en lui quelque chose qu'il pensait perdu à jamais. Mais leur histoire d'amour s'était terminée en tragédie quand elle était morte en donnant naissance à leur enfant, mi-vampire. La malédiction avait été jetée par Morgana, une sorcière d'une immense puissance qui cherchait à punir les siècles d'obscurité d'Adrian en s'assurant que son plus grand amour deviendrait son plus grand tourment. Gabriel serait à jamais pris entre la nature humaine et vampire, vieillissant assez lentement pour voir les enfants normaux grandir et mourir, tandis qu'il resterait piégé dans l'enfance, incapable d'accéder pleinement à ses pouvoirs de vampire, et maudit par une surdité qui représentait le refus historique d'Adrian d'entendre les supplications de ses victimes pour leur miséricorde. La malédiction ne pouvait être brisée que par un amour pur donné librement, expliqua Adrian, mais ses tentatives pour forcer l'affection des humains avaient toutes échoué, car l'amour contraint n'était pas pur et l'amour acheté n'était pas libre. Le soin sincère de Sophia pour Gabriel, non entaché par la connaissance de leur nature surnaturelle, représentait le premier véritable espoir qu'Adrian avait ressenti en des siècles. Mais la malédiction contenait une torsion cruelle qui glaça le sang de Sophia. Si jamais elle tentait de partir avant que la malédiction ne soit brisée, Gabriel perdrait entièrement la capacité de communiquer, piégé dans un isolement complet qui le rendrait lentement fou. Sophia se sentit manipulée et piégée, comprenant que sa compassion pour Gabriel avait été utilisée comme une arme contre elle, qu'Adrian avait délibérément caché cette information cruciale jusqu'à ce qu'elle soit déjà émotionnellement investie dans le bien-être du garçon. Pourtant, quand elle regarda l'expression pleine d'espoir de Gabriel, vit la confiance briller dans ses yeux pâles. Elle se trouva incapable de l'abandonner à la cruauté de la malédiction, acceptant de rester et de tenter la tâche impossible de briser une magie qui tenait depuis des décennies. Adrien lui fournit des appartements d'un luxe dépassant tout ce qu'elle avait jamais connu, une suite de pièces décorées d'antiquités, valant plus que les maisons de la plupart des gens, avec des fenêtres donnant sur des jardins où des fleurs nocturnes brillaient de leur propre lumière phosphorescente. Il promit qu'elle ne manquerait de rien pendant son séjour, que tout confort serait fourni, que chaque besoin serait anticipé. Mais la vérité non dite flottait entre eux comme une épée. Elle aurait tout, sauf la liberté, de partir. Sophia commença sa nouvelle vie au manoir Blackthorn avec un mélange d'émerveillement et de malaise croissant, poursuivant l'éducation de Gabriel dans des matières qui allaient bien au-delà de la langue des signes de base pour inclure la littérature, les mathématiques et la philosophie. Les capacités d'apprentissage surnaturelles de Gabriel lui permettaient d'absorber des connaissances à un rythme impossible, maîtrisant en quelques jours des concepts qui auraient dû prendre des mois. Mais Sophia se concentra sur l'enseignement de choses que son éducation isolée ne lui avait jamais fournies: les émotions humaines, l'empathie et les cadres moraux qui distinguaient le bien du mal. Les autres résidents du manoir se révélèrent progressivement à elle, alors qu'elle s'installait dans son rôle de professeur et de prisonnière involontaire de Gabriel. Marcus, l'ancien lieutenant d'Adrian, était une créature à la violence à peine contrôlée qui considérait Sophia comme une distraction temporaire de questions plus sérieuses.
ses yeux pâles suivant ses mouvements avec un calcul prédateur chaque fois que leurs chemins se croisaient dans les couloirs sans fin du manoir. Helena, une vampire qui partageait le nom de la mère décédée de Gabriel, devint l'alliée réticente de Sophia, sa propre histoire tragique créant un lien de compréhension entre elles alors qu'elle naviguait dans les politiques complexes d'un foyer immortel. Dante, un vampire plus récent qui conservait davantage de ses souvenirs humains et de sa compassion, sympathisa ouvertement avec la situation de Sophia et commença à lui enseigner les règles non écrites qui régissaient la vie au manoir Blackthorn. Gabriel s'épanouit sous l'attention constante de Sophia, ses progrès dépassant même les espoirs les plus optimistes d'Adrian, alors qu'il apprenait non seulement à communiquer, mais aussi à comprendre des concepts humains complexes, comme l'amitié, la loyauté et l'amour sacrificiel. Sophia créa des leçons qui allaient bien au-delà des sujets académiques, enseignant à Gabriel la moralité à travers des histoires et des exemples, l'aidant à développer l'intelligence émotionnelle que sa nature de vampire et son éducation isolée ne lui avaient jamais permis d'explorer. Elle observa avec un étonnement croissant le garçon commencer à montrer des qualités qui semblaient plus humaines que vampires, la compassion pour les autres, la détresse lorsqu'il était témoin de souffrance et un désir sincère d'aider plutôt que de dominer. Pendant ce temps, Sophia se retrouva à naviguer dans une relation de plus en plus complexe avec Adrian, qui se révélait capable d'une tendresse à couper le souffle en interagissant avec son fils, mais qui affichait un contrôle impitoyable sur son clan, ce qui lui rappelait constamment sa nature monstrueuse. Elle fut témoin de sa violence désinvolte lorsqu'il disciplinait des vampires qui lui déplaisaient, vit la peur qu'il inspirait à des créatures qui étaient elles-mêmes des prédateurs, et comprit progressivement que son amour pour Gabriel était peut-être la seule émotion véritablement humaine qu'il conservait. Pourtant, elle vit aussi sa vulnérabilité quand il se croyait inobservé, la façon dont il regardait les progrès de Gabriel avec un espoir désespéré, la distance prudente qu'il maintenait pour éviter de corrompre l'humanité grandissante de son fils avec sa propre obscurité. Les interactions d'Adrian avec Sophia elle-même étaient soigneusement contrôlées, polies et formelles en surface, tout en contenant des courants sous-jacents de possessivité qui lui donnaient la chair de poule de malaise. Il lui fournissait tout ce qu'elle demandait pour l'éducation de Gabriel, anticipait ses besoins avant qu'elle ne les exprime et la traitait avec une courtoisie qui semblait plus dangereuse qu'une hostilité ouverte, car elle lui rappelait constamment qu'elle n'avait de valeur pour lui que tant qu'elle servait ses desseins. Le pendentif qu'il lui avait donné restait chaud contre sa peau, sa surface argentée reflétant la lumière de manière qui semblait surnaturelle, et ce n'est qu'après des semaines de vie au manoir que Sophia réalisa sa véritable fonction. Lors d'une de ses promenades dans les jardins perpétuellement embrumés, elle tenta de s'aventurer au-delà du domaine pour se retrouver inexplicablement retournée, marchant en cercle malgré le fait de suivre ce qui aurait dû être des chemins droits. Le pendentif devint brûlant contre sa poitrine lorsqu'elle s'approcha des limites du manoir, sa chaleur devenant inconfortable lorsqu'elle persista à essayer de partir, et elle comprit finalement que le cadeau d'Adrian n'était pas seulement un moyen de communication, mais une laisse surnaturelle qui l'empêchait de s'échapper de la montagne. La connaissance qu'elle était véritablement piégée, que même si elle choisissait d'abandonner Gabriel et de fuir, le pendentif assurerait son retour au domaine d'Adrian, remplit Sophia d'un désespoir qui menaçait de submerger son calme, soigneusement entretenu, alors qu'elle réalisait toute l'étendue de la manipulation et du contrôle du roi des vampires. Les leçons de Sophia avec Gabriel évoluèrent au-delà de la simple communication pour devenir quelque chose de bien plus profond, alors qu'elle commençait à lui enseigner le monde au-delà des brumes perpétuelles du manoir Blackthorn, partageant des histoires de bonté humaine, d'amitié et des principes moraux qui régissaient une société décente. Gabriel absorbait ces concepts avec sa capacité d'apprentissage surnaturelle, mais ces questions révélaient la réalité troublante de son éducation d'une manière qui glaçait le sang de Sophia, lui faisant prendre conscience de l'obscurité qui les entourait. Au cours d'une leçon sur l'aide aux autres,
Gabrielle mentionna nonchalamment avoir vu son père se nourrir de voyageurs qui s'égaraient sur les routes de montagne, décrivant le processus avec la curiosité détachée d'un enfant discutant d'un insecte intéressant, demandant à Sophia s'il était mal de blesser des gens qui n'avaient pas d'importance parce que son père lui avait toujours dit que certaines vies avaient plus de valeur que d'autres. Sophia lutta pour garder son sang-froid en expliquant les concepts de la dignité humaine inhérente et du caractère sacré de la vie, regardant les traits éthérés de Gabriel se froncer de concentration alors qu'il traitait des idées qui contredisaient tout ce que son éducation de vampire lui avait appris sur l'ordre naturel du prédateur et de la proie. Elle réalisa avec une horreur croissante qu'elle n'enseignait pas simplement une langue ou des matières académiques, mais qu'elle tentait d'inculquer une boussole morale à un enfant élevé par des créatures qui considéraient les humains comme du bétail, que les questions innocentes de Gabriel sur la violence et la mort révélaient une vision du monde façonnée par des siècles de cruauté désinvolte. Ses explications patientes sur l'empathie, la compassion et l'importance de protéger les innocents commencèrent à transformer non seulement Gabriel, mais toute l'atmosphère du manoir, alors que d'autres vampires observaient ses enseignements avec une fascination croissante. Helena commença à assister à leurs leçons depuis l'ombre, ses traits anciens reflétant une profonde contemplation, alors qu'elle écoutait les explications de Sophia sur le pardon et les secondes chances, des concepts qui semblaient étrangers, mais convaincants pour une créature qui avait passé des siècles définis par la violence et la survie. Au cours d'une discussion particulièrement émouvante sur la rédemption, Helena approcha Sophia en privé pour avouer qu'elle avait commencé à remettre en question des actions qu'elle avait entreprises sans réfléchir pendant des centaines d'années, que voir la patience infinie de Sophia avec Gabriel avait réveillé quelque chose qu'elle pensait perdu à jamais dans sa nature de vampire. Dante devint plus ouvertement favorable à l'influence de Sophia, contestant certains des ordres les plus durs d'Adrian au clan, avec des arguments enracinés dans les cadres moraux que Sophia enseignait à Gabriel, créant une tension au sein de la hiérarchie des vampires qui était restée inchangée pendant des siècles. Marcus, l'ancien lieutenant d'Adrian, observait ces développements avec une alarme croissante, avertissant son maître que l'influence de la femme humaine sapait les fondations mêmes de leur société surnaturelle, que les vampires qui commençaient à penser comme des humains perdraient inévitablement l'avantage prédateur qui assurait leur survie. Adrian observait l'influence grandissante de Sophia sur son domaine, avec des émotions qui se combattaient constamment dans son cœur ancien, reconnaissant au-delà de toute mesure pour la transformation remarquable de son fils, mais de plus en plus menacé par la façon dont son monde soigneusement contrôlé semblait se modifier autour de la perspective humaine de Sophia. Les progrès de Gabriel dépassèrent même les espoirs les plus optimistes d'Adrian, alors que le garçon développait une véritable empathie pour les autres, montrant de la détresse lorsqu'il apprenait la souffrance et exprimant le désir d'aider plutôt que de dominer, mais ces qualités mêmes qui prouvaient que la malédiction pourrait se briser représentaient également un défi à l'autorité absolue d'Adrian. Lorsque Sophia suggéra lors d'un dîner de famille que Gabriel pourrait bénéficier d'interactions avec d'autres enfants de son âge apparent, que la socialisation était cruciale pour un développement sain, la possessivité d'Adrian explosa en une rage qui fit trembler les anciennes fondations du manoir. Sa fureur transforma ses beaux traits en quelque chose de monstrueux, alors qu'il déclarait que Gabriel ne quitterait jamais la sécurité du manoir Blackthorn, que le monde extérieur était trop dangereux pour une créature prise entre la nature humaine et vampire, sa voix portant des nuances de commandement qui firent tressaillir chaque vampire dans la pièce avec une soumission instinctive. Sophia le vit clairement à ce moment-là, non pas comme la figure romantique torturée qu'elle avait parfois imaginée, mais comme le prédateur qu'il avait réclamé, dont l'amour pour son fils était réel, mais dont la nature contrôlante détruirait tout ce qu'il touchait plutôt que de risquer de perdre le contrôle. Pendant ce temps,
La disparition de Sophia de Ravenshollow n'était pas passée inaperçue de ceux qui tenaient à elle, en particulier Maya Rodriguez, sa plus proche amie et collègue serveuse, qui avait couvert les services de Sophia au diner sans explication pendant des semaines. L'hypothèse initiale de Maya, selon laquelle Sophia avait finalement réalisé ses rêves de voyager au-delà de la ville de montagne, fit place à une inquiétude croissante lorsque Sophia ne répondit pas au message ni ne récupéra son dernier chèque de paie de Madame Chen. Maya commença à enquêter sur les dernières activités connues de Sophia, retraçant ses pas jusqu'à la bibliothèque, où Madame Hartwell admit à contre-cœur que Sophia avait fait des recherches sur les légendes locales de vampires avec un désespoir croissant, puis jusqu'à l'appartement de Sophia, où le courrier s'empilait non ouvert et les plantes mouraient de négligence. Lorsque Maya approcha la police locale pour déposer un avis de personne disparue, elle rencontra une étrange résistance de la part du shérif Davidson, dont les yeux semblaient se voiler chaque fois qu'elle mentionnait le nom de Sophia, ses réponses devenant évasives et dédaigneuses d'une manière qui suggérait une influence surnaturelle plutôt qu'une indifférence naturelle. La persévérance de Maya la conduisit à découvrir que les autorités locales étaient subtilement contrôlées par Adrian depuis des décennies, leurs esprits touchés par un charme de vampire qui les empêchait d'enquêter sur tout ce qui était lié au manoir Blackthorn, une protection surnaturelle qui avait permis au clan d'Adrian d'exister sans être dérangé tout en maintenant l'illusion d'une vie de petite ville normale. Maya commença sa propre enquête avec la détermination de quelqu'un qui refusait d'accepter des explications surnaturelles malgré des preuves croissantes, suivant des routes de montagne qui semblaient changer et se modifier lorsqu'elle essayait de localiser le manoir légendaire, rebroussant toujours chemin juste au moment où la brume commençait à obscurcir sa vision. De retour au manoir Blackthorn, l'isolement de Sophia commença à avoir un lourd tribut psychologique alors que les semaines s'étiraient en mois sans contact avec le monde extérieur, sa dépression se manifestant de manière que même les progrès remarquables de Gabriel ne pouvaient entièrement soulager. La simple liberté de choisir son propre emploi du temps, d'aller en ville pour faire des courses, d'avoir des conversations avec des gens qui ne considéraient pas les humains comme de la nourriture ou des animaux de compagnie amusants, l'autonomie de base qu'elle n'avait jamais appréciée jusqu'à ce qu'elle lui soit enlevée, lui manquait. Adrian tenta de la réconforter avec des cadeaux de plus en plus élaborés, commandant un pavillon de jardin où elle pourrait enseigner à Gabriel à la lumière naturelle du soleil, remplissant ses appartements de livres, de matériel d'art et de tout le luxe qu'il pouvait imaginer. Mais Sophia reconnaissait ces offrandes pour ce qu'elles étaient, de belles chaînes conçues pour rendre sa captivité plus agréable. Quand elle rassembla enfin le courage de demander à Adrian si elle pouvait visiter son appartement pour récupérer des effets personnels, peut-être voir Maya pour assurer à son amie qu'elle était en sécurité, le refus d'Adrian fut absolu et inflexible. Son explication selon laquelle le monde extérieur posait trop de dangers, qu'elle était plus en sécurité sous sa protection, révéla la profondeur de sa possessivité d'une manière qui fit réaliser à Sophia qu'elle était devenue plus qu'un professeur pour Gabriel. Elle était une possession qu'Adrian ne libérerait jamais volontairement. Gabriel, son intelligence émotionnelle maintenant très développée grâce à l'enseignement patient de Sophia, commença à sentir la tension croissante entre son père et son professeur bien-aimé, remarquant les périodes de tristesse de Sophia et les démonstrations de plus en plus contrôlantes d'Adrian. Pour la première fois de sa jeune existence, Gabriel commença à remettre en question l'autorité absolue de son père, se demandant si les principes moraux que Sophia lui enseignait pourraient s'appliquer même au roi des vampires, qui avait façonné toute sa vision du monde. Au cours d'une leçon sur la liberté et le choix personnel, sujet que Sophia abordait avec une neutralité prudente, malgré leur pertinence personnelle, Gabriel lui demanda directement si elle était heureuse de vivre au manoir. Sophia se trouva incapable de mentir à l'enfant au cœur pur qui lui faisait entièrement confiance, admettant avec des larmes dans les yeux que sa vieille vie lui manquait et qu'elle se sentait piégée malgré son amour pour lui.
Gabriel écouta avec l'attention sérieuse qu'il accordait à tous les enseignements de Sophia, puis démontra la croissance morale qu'elle avait nourrie en lui en prenant une décision qui allait tout changer. Ce soir-là, Gabriel approcha son père dans la grande salle du manoir où Adrian tenait sa cour avec son clan. La petite silhouette du garçon éclipsée par les anciens vampires qui avaient servi Adrian pendant des siècles. Utilisant la langue des signes qu'Adrian avait apprise spécifiquement pour communiquer avec son fils, Gabriel demanda que Sophia ait la liberté de choisir de rester au manoir ou de retourner à sa vie d'avant, argumentant avec la logique morale que Sophia lui avait enseignée que l'amour ne pouvait être forcé et que prendre vraiment soin de quelqu'un signifiait vouloir son bonheur au-dessus de ses propres désirs. La réaction d'Adrian, à ce qu'il percevait comme la trahison de Gabriel, fut explosive et révélatrice. Sa façade soigneusement entretenue de comportements civilisés s'effondrant alors qu'il rugissait que Sophia appartenait désormais à leur famille, qu'elle avait accepté sa protection et ne pouvait pas simplement abandonner ses responsabilités envers le bien-être de Gabriel. Il interdit à Gabriel d'avoir tout contact avec Sophia, à moins qu'elle ne s'engage pleinement dans leur famille surnaturelle, menaçant de les séparer de façon permanente si Gabriel continuait à se ranger du côté du sentiment humain plutôt que du pragmatisme vampire. Sophia assista à cette confrontation avec la compréhension croissante que la malédiction pourrait en fait être en train de se briser, alors que Gabriel faisait preuve d'empathie, de raisonnement moral et d'un amour qui transcendait ses propres désirs. Mais la possessivité d'Adrian menaçait d'annuler tout leur progrès en forçant Gabriel à choisir entre son père et son professeur. Cette nuit-là, Sophia prit la décision désespérée de tenter de s'échapper du manoir Blackthorn en utilisant des compétences que Dante lui avait secrètement enseignées lors de leur conversation privée. Des connaissances sur les barrières surnaturelles qui protégeaient le domaine et les étroites fenêtres d'opportunité où elle pourrait être contournée. Elle attendit l'heure la plus profonde de la nuit, quand même les vampires se reposaient, puis utilisa des passages cachés que Dante lui avait montrés pour naviguer autour des défenses magiques les plus évidentes du manoir, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle traversait des jardins où les fleurs nocturnes semblaient murmurer des avertissements. Le pendentif autour de son cou devint de plus en plus chaud à mesure qu'elle approchait des limites du domaine, sa surface argentée lui brûlant la peau alors qu'elle se forçait à continuer, malgré la compulsion surnaturelle, de faire demi-tour. Elle atteignit réellement le bord du domaine d'Adrian, se tenant à la lisière des arbres où la forêt de montagne normale commençait au-delà de la brume perpétuelle qui enveloppait le manoir, avant qu'Adrien n'apparaisse avec une vitesse inhumaine pour lui barrer le chemin. Sa fureur face à sa tentative de trahison le transforma en quelque chose de véritablement monstrueux, ses crocs s'allongeant alors que ses yeux brillaient d'une lumière prédatrice. Sa voix portant la rage accumulée de siècles, alors qu'il menaçait d'effacer entièrement les souvenirs que Gabrielle avait d'elle, et de la garder comme une prisonnière sans but, si elle essayait à nouveau de le quitter. Le chagrin de Sophia à la réalisation que l'évasion était impossible, qu'elle ne reverrait jamais sa vie d'avant, que Gabrielle grandirait en croyant qu'elle l'avait abandonné volontairement, déclencha quelque chose d'inattendu chez le garçon qui avait observé depuis une fenêtre à l'étage. Gabriel apparut dans le jardin comme un fantôme blême, ses petites mains bougeant frénétiquement en langue des signes désespérés, alors qu'il se plaçait entre Sophia et son père, signant s'il te plaît et amour avec une émotion si pure que l'ancienne malédiction qui le liait commença enfin à se fissurer. Le choc magique en retour se manifesta par un éclair de lumière brillante qui aveugla temporairement toutes les personnes présentes, accompagné d'un son de cristal brisé qui résonna à travers la montagne, alors que la première vraie fracture apparaissait dans la magie qui avait tenu Gabriel prisonnier pendant des décennies, prouvant que l'enseignement patient de Sophia avait en effet éveillé quelque chose d'assez puissant pour défier l'ancien sortilège de la sorcière. L'onde de choc magique qui jaillit de la supplique désespérée de Gabriel se propagea depuis le manoir Blackthorn comme une pierre jetée dans une eau calme.
sa résonance surnaturelle pénétrant les anciennes barrières qui avaient longtemps caché le domaine d'Adrian aux autres créatures des ténèbres. Au fond des grottes de la montagne où les meutes de loups-garous hibernaient pendant les mois d'hiver, les loups alpha levèrent la tête de leur sommeil alors que la rupture partielle de la malédiction envoyait des tremblements à travers le tissu mystique qui reliait tous les êtres surnaturels de la région. D'anciennes rancunes se réveillèrent alors que les chefs de meute se souvenaient des territoires volés par le roi des vampires des siècles auparavant, des jeunes loups abattus par l'expansion impitoyable de son domaine, et de la chasse systématique qui avait repoussé leur espèce aux confins de la nature sauvage. Dans un laboratoire en haut d'une tour, caché dans les ruines d'un monastère médiéval, Morgana la sorcière sentit la malédiction qu'elle avait conçue avec une précision si soignée commencer à se fissurer et à se briser, sa structure magique se déstabilisant d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée lorsqu'elle avait initialement lié Gabriel entre deux mondes. Ses traits sans âge se tordirent dans un mélange de satisfaction et d'inquiétude, alors qu'elle réalisait que son sortilège montrait enfin des signes de rupture, mais pas de la manière contrôlée qu'elle avait prévue, son dénouement menaçant de libérer des énergies qui pourraient déchirer la réalité elle-même. Morgana commença à rassembler ses artefacts magiques les plus puissants, se préparant pour un voyage qu'elle avait reporté pendant des décennies en attendant que la malédiction suive son cours naturel, sachant qu'une intervention était maintenant nécessaire avant que le fils d'Adrian n'atteigne la vraie liberté ou ne meure en essayant. D'autres entités anciennes, à travers la chaîne de montagnes, s'agitèrent alors que la perturbation surnaturelle les atteignait, des créatures qui avaient appris à éviter le manoir Blackthorn à travers des siècles de sagesse durement acquise, sentant maintenant une faiblesse dans les défenses du roi des vampires. Des dragons dormant dans les grottes les plus profondes ouvrirent des yeux comme de l'or en fusion, se demandant si le moment était enfin venu de récupérer les territoires perdus au profit de l'expansion d'Adrian, tandis que les esprits de la forêt murmuraient des avertissements à travers les arbres courbés par le vent sur la convergence imminente de puissances qui ne s'étaient pas rencontrées en conflit ouvert depuis des générations. Au manoir Blackthorn, Sophia s'effondra à genoux dans le jardin où la fureur d'Adrian avait été interrompue par l'intervention miraculeuse de Gabriel, son esprit chancelant sous le choc magique en retour et la terrible prise de conscience que l'évasion était véritablement impossible. Le pendentif en argent autour de son cou avait laissé une brûlure sur sa peau lors de sa tentative de fuite ratée, sa chaleur surnaturelle un rappel des chaînes invisibles qui la liaient à cet endroit plus sûrement que toute contrainte physique ne l'aurait jamais pu. Adrian se tenait figé près de la limite du domaine, ses traits inhumains encore tordus par la rage, mais ses yeux reflétant une incertitude croissante, alors qu'il traitait ce que les actions de Gabriel pourraient signifier pour la malédiction qui avait défini leur existence depuis si longtemps. Gabriel lui-même vacilla sur ses pieds, l'énergie magique qu'il avait d'une manière ou d'une autre canalisée, le laissant faible et désorienté. Mais ses yeux pâles restèrent fixés sur Sophia, avec une inquiétude désespérée qui transcendait son propre inconfort. Dans les jours qui suivirent la confrontation dans le jardin, Sophia tomba dans un profond désespoir qu'aucun luxe ou confort ne pouvait soulager, son esprit écrasé par la connaissance qu'Adrian ne la libérerait jamais volontairement et que toute tentative de fuite future se solderait probablement par l'effacement complet de la mémoire de Gabriel. Elle accomplissait ses routines quotidiennes comme une somnambule, enseignant à Gabriel avec une précision mécanique, tandis que son cœur restait insensible à tout, sauf à la certitude croissante qu'elle passerait le reste de sa vie comme une belle prisonnière dans un cauchemar gothique. Gabriel, son intelligence émotionnelle maintenant finement ajustée aux humeurs de Sophia, sentit sa profonde tristesse et prit une décision qui choqua tout le monde au manoir. Il refusa de participer aux activités familiales des vampires, déclinant le sang que sa nature mi-vampire exigeait pour sa subsistance, déclarant essentiellement une grève de la faim qui continuerait jusqu'à ce que son père libère son professeur bien-aimé.
Adrian observa l'état de son fils se détériorer avec une alarme croissante, alors que la vitalité surnaturelle de Gabriel commençait à s'estomper. La peau déjà pâle du garçon prenant une qualité translucide qui le faisait paraître fantomatique même aux yeux des vampires habitués à une beauté surnaturelle. Marcus et d'autres membres du clan exhortèrent leur maître à simplement nourrir Gabriel de force ou à utiliser la contrainte vampirique pour briser sa résistance, mais Adrian reconnut qu'une telle brutalité annulerait tout le travail de Sophia pour éveiller l'humanité de Gabriel, détruisant potentiellement les progrès qui représentaient leur seul espoir de briser la malédiction. Pour la première fois depuis des siècles, Adrian faisait face à une situation où son autorité absolue était sans valeur, où les menaces et la violence ne pouvaient résoudre le problème qui menaçait de détruire tout ce qu'il chérissait le plus dans l'existence. Son contrôle soigneusement entretenu sur le clan commença à se fissurer alors que d'autres vampires murmuraient entre eux à propos de la faiblesse apparente de leur maître, se demandant si un roi qui ne pouvait pas contrôler un enfant mi-vampire méritait leur loyauté et leur obéissance continue. Pendant ce temps, à Ravens Hollow, la recherche acharnée de Maya pour son ami disparu avait atteint un point de désespoir qui la poussa à un comportement de plus en plus dangereux, suivant seule les routes de montagne la nuit et approchant des étrangers avec des questions qui la marquaient comme quelqu'un qui en savait trop sur des choses qui devraient rester cachées. Sa persévérance finit par payer lorsqu'elle rencontra Dante lors d'une de ses rares courses d'approvisionnement en ville, reconnaissant quelque chose de différent chez le jeune homme blême, qui se déplaçait avec une grâce inhumaine dans les allées étroites de la quincaillerie. Les propres origines humaines de Dante, bien que datant de plusieurs siècles, lui permirent de reconnaître la détermination et le désespoir de Maya, d'une manière qui résonnait avec les souvenirs de sa vie mortelle, avant que la morsure d'Adrian ne le transforme en quelque chose d'autre. Bien qu'il ne puisse pas trahir directement son maître sans faire face à des conséquences qui se révéleraient être probablement fatales, Dante commença à fournir à Maya des indices cryptiques sur l'emplacement de Sophia et la vérité surnaturelle qui sous-tendait la façade de normalité soigneusement entretenue de Ravens Hollow. Il parlait en énigmes et en suggestions, mentionnant de vieilles légendes sur des créatures qui se nourrissaient de plus que de la nourriture, sur des manoirs cachés dans une brume perpétuelle où le temps s'écoulait différemment que dans le monde d'en bas, sur de jeunes femmes qui avaient disparu au fil des décennies pour n'être qu'occasionnellement aperçues en compagnie de silhouettes pâles qui ne vieillissaient jamais. Maya absorba ces indices avec la détermination de quelqu'un qui refusait d'abandonner l'espoir, commençant à reconstituer une image de force surnaturelle que son esprit rationnel luttait pour accepter, mais que son cœur reconnaissait comme la seule explication à la disparition de Sophia. De retour au manoir, Elena approcha Sophia lors d'une de ses promenades solitaires à travers les jardins enveloppés de brume, les traits de l'ancienne vampire reflétant une sympathie née de siècles de souffrances similaires. Elena révéla qu'elle avait autrefois aimé un homme humain dans les premières décennies de son existence de morte-vivante, un gentil érudit, qui lui avait montré des aperçus de l'humanité qu'elle pensait perdue à jamais. Mais leur relation s'était terminée en tragédie lorsque la jalousie d'Adrian l'avait poussée à vider son amant de sa vie en punition des loyautés partagées d'Elena. Elle voyait l'histoire se répéter dans la situation de Sophia, reconnaissant la même obsession possessive qui avait détruit sa propre chance de rédemption, et décida d'aider Sophia malgré les risques de défier la volonté de son maître. Elena commença à enseigner à Sophia les faiblesses des vampires et les passages cachés du manoir, partageant des connaissances qui pourraient potentiellement lui sauver la vie si les circonstances devenaient assez désespérées pour justifier une confrontation directe avec le pouvoir surnaturel d'Adrian. Elle expliqua comment les vampires pouvaient être temporairement neutralisés par certaines combinaisons d'herbes et d'argent, comment l'architecture ancienne du manoir contenait des routes secrètes entre les pièces que même Adrian avait oubliées au fil des siècles, et plus important encore,
comment la contrainte vampirique fonctionnait et pouvait être résistée par des techniques mentales qui exigeaient une énorme volonté, mais n'étaient pas impossibles à maîtriser. L'état de Gabriel continua de s'aggraver alors que la malédiction partiellement brisée le laissait piégé entre la nature humaine et vampire d'une manière qui causait une douleur physique croissante, son petit corps luttant pour traiter des énergies surnaturelles qui n'avaient ni exutoire ni résolution appropriée. Sophia observait avec un désespoir croissant le garçon qu'elle en était venue à aimer comme un fils souffrir des conséquences de sa tentative de la protéger, réalisant que sauver Gabriel pourrait exiger des sacrifices bien plus grands que sa liberté ou son ancienne vie. La détérioration du garçon la força à affronter la possibilité que briser complètement la malédiction pourrait exiger le prix ultime, non seulement son autonomie ou son existence humaine, mais potentiellement sa vie elle-même. Pendant les pires épisodes de douleur de Gabriel, lorsque des forces surnaturelles se combattaient à l'intérieur de sa petite silhouette, Sophia le tenait pendant qu'il convulsait avec des énergies qui n'avaient pas d'expression naturelle, son cœur se brisant en comprenant que son enseignement patient avait éveillé en lui quelque chose que sa nature maudite ne pouvait pas contenir correctement. Adrian observait ces scènes avec une agonie croissante, déchiré entre son amour pour son fils et son besoin possessif de garder Sophia, commençant enfin à comprendre que ses désirs égoïstes pourraient être la chose même qui détruisait la chance de liberté de Gabriel. La crise atteignit son paroxysme lorsque Morgana arriva au manoir Blackthorn sans avertissement ni invitation, son ancien pouvoir lui permettant de pénétrer les défenses d'Adrian aussi facilement que la brume matinale s'écoule à travers les branches de la forêt. La sorcière apparut dans la grande salle du manoir à l'heure du dîner, lorsque tout le clan était présent, sa beauté sans âge terrible à voir alors qu'elle examinait les vampires assemblés avec des yeux qui avaient été témoins de l'ascension et de la chute d'Empire. La présence de Morgana remplit l'air d'une énergie crépitante qui fit reculer même les plus vieux vampires dans une peur instinctive, son pouvoir représentant des forces antérieures à leur espèce de plusieurs millénaires et commandant le respect de toutes les créatures surnaturelles, quelle que soit leur force individuelle. Elle révéla que l'instabilité de la malédiction l'avait tirée de sa retraite montagnarde, que la structure magique qu'elle avait si soigneusement conçue commençait à s'effilocher de manière qui pourrait s'avérer catastrophique si on la laissait faire, créant potentiellement des failles dimensionnelles qui exposeraient les mondes humains et surnaturels à des dangers auxquels aucun n'était préparé à faire face. Morgana expliqua que sa malédiction originale avait été conçue avec plusieurs fins possibles, chacune reflétant différents aspects de la leçon qu'elle avait l'intention d'enseigner à Adrian sur les conséquences de ces siècles de cruauté et d'égoïsme. La malédiction pouvait se briser par un amour pur donné librement, comme elle l'avait initialement prévu, mais elle pouvait aussi être transférée à un autre destinataire, consentant qui choisirait d'accepter le fardeau de Gabriel par dévouement désintéressé, ou elle pouvait être achevée de force par une intervention magique qui lirait à jamais Gabriel à son état actuel tout en empêchant une détérioration supplémentaire. Elle proposa à Adrian un accord qui résoudrait la crise, mais qui exigeait des choix qui défiaient tout ce qu'il pensait comprendre de l'amour et du sacrifice. Sophia pouvait devenir immortelle comme eux, la liant au manoir pour toujours, mais lui permettant de rester avec Gabriel en tant qu'égale plutôt que prisonnière, ou la malédiction pouvait être entièrement transférée à Sophia, la rendant sourde et isolée, tandis que Gabriel obtiendrait une liberté totale de choisir son propre chemin. Adrian faisait face à une décision qui l'obligeait à placer le bien-être de quelqu'un d'autre au-dessus de ses propres désirs pour la première fois de son existence surnaturelle. Tandis que Gabriel, comprenant le choix terrible grâce aux traductions de Sophia, signait des protestations désespérées contre toute solution qui blesserait son professeur bien-aimé. L'ancienne salle tomba dans le silence, à l'exception du crépitement de l'énergie surnaturelle,
Alors que tous les présents attendaient la réponse de Sophia, le poids des siècles pesant sur un moment qui déterminerait le destin de tous ceux qu'elle avait appris à aimer dans cet étrange monde d'ombre et de magie ancienne. Sophia se leva lentement de sa chaise, son courage humain une flamme vive dans l'obscurité qui l'entourait, et annonça sa décision avec une dignité tranquille qui commandait le respect même de créatures qui avaient oublié ce que signifiait la moralité. Elle accepterait les termes de Morgana, mais avec ses propres modifications qui assureraient que la liberté de Gabriel viendrait sans détruire la chance de bonheur ou de rédemption de quiconque. Sophia se tenait au centre de l'attention de Morgana comme la flamme d'une bougie, refusant d'être éteinte par l'obscurité surnaturelle qui l'assaillait de toutes parts, sa voix portant à travers l'ancienne salle avec une force surprenante alors qu'elle exposait ses conditions pour accepter le transfert de la malédiction. Elle prendrait volontiers le fardeau de Gabriel sur elle, mais seulement si certaines conditions étaient remplies pour assurer sa liberté future et la rédemption d'Adrian de siècles de comportements prédateurs. Gabriel devait avoir le choix, une fois arrivé à maturité, de rester vampire ou de devenir pleinement humain. Sans coercition ni manipulation de la part de son père ou du clan, et Adrian devait relâcher son emprise surnaturelle sur les autorités de Raven's Hollow, cessant de se nourrir de voyageurs innocents qui avaient soutenu ces vampires pendant des générations, tout en trouvant des alternatives éthiques qui n'impliquaient ni meurtre ni domination mentale. Morgana écouta les exigences de Sophia avec un amusement croissant qui pétillait dans ses yeux anciens comme la lumière des étoiles sur le givre d'hiver, clairement divertie par l'audace d'une femme mortelle dictant ses conditions à des puissances qui existaient avant même que la civilisation humaine ne commence à consigner son histoire. La sorcière accepta les modifications de Sophia d'un gracieux hochement de tête, expliquant qu'un tel courage et un tel altruisme renforçaient en fait l'œuvre magique plutôt que de la compliquer, que le vrai sacrifice exigeait un choix conscient plutôt qu'une soumission aveugle aux caprices cruels du destin. Adrian assista à ces négociations avec un désespoir grandissant, reconnaissant que Sophia était sur le point de payer le prix ultime pour ses échecs en tant que père et roi, mais comprenant aussi que toute tentative d'interférence condamnerait probablement Gabriel à rester à jamais piégé entre deux mondes. Morgana les conduisit plus profondément dans le manoir Blackthorn que Sophia ne s'était jamais aventurée, descendant des marches de pierre usées par des siècles de passage, à travers des couloirs où la lumière des torches vacillait sur des murs couverts de symboles qui semblaient se tordre et changer lorsqu'on les observait directement. La chambre cérémonielle se trouvait au cœur du manoir, comme un joyau niché dans une pierre protectrice, son sol circulaire incrusté de métaux précieux, formant des motifs géométriques complexes conçus pour canaliser et concentrer les énergies surnaturelles. D'anciennes runes gravées dans les murs pulsaient de leur propre lumière phosphorescente, tandis que des cristaux suspendus au plafond voûté bourdonnaient d'un pouvoir à peine contenu qui rendait l'air lui-même épais et électrique. Sophia se tenait au centre de la chambre avec Gabriel à ses côtés, leurs mains jointes, tandis que Morgana commençait à tisser des sorts dans des langues antérieures à la parole humaine, sa voix montant et descendant en rythme qui résonnait à travers les os, le sang et l'âme. L'œuvre magique commença lentement, presque doucement, alors que Sophia sentait une subtile diminution du son autour d'elle, les conversations devenant étouffées, comme si elles étaient entendues à travers une épaisse vitre ou de grandes distances. Gabriel haleta lorsque les premiers murmures de son parvinrent à ses oreilles, après des années de silence complet, ses yeux pâles s'écarquillant d'émerveillement et de terreur, alors qu'il faisait l'expérience de la richesse écrasante d'un monde plein de bruit, de musique et de voix prononçant des mots qu'il pouvait soudainement comprendre. Adrian se tenait au bord de la chambre avec les membres de son clan, ses traits anciens reflétant des siècles de culpabilité accumulée, alors qu'il regardait Sophia se sacrifier pour le fils qu'il n'avait pas réussi à protéger,
Comprenant enfin que le véritable amour exigeait de placer le bien-être d'un autre au-dessus de ses propres désirs, même lorsque ce choix apportait une douleur insupportable. L'intensité du rituel augmenta à mesure que le chant de Morgana devenait plus complexe, des forces surnaturelles tourbillonnant à travers la chambre comme des tempêtes invisibles, tandis que l'ouïe de Sophia continuait de s'estomper et que les sens de vampire améliorés de Gabriel commençaient à se manifester de manière spectaculaire. Sa peau pâle prit une luminescence d'un autre monde, ses mouvements gagnèrent de la grâce fluide qui marquait son héritage surnaturel. Et ses yeux commencèrent à refléter la lumière comme des miroirs, alors que des pouvoirs dormants depuis sa naissance s'éveillaient sous l'influence changeante de la malédiction. Mais quelque chose d'inattendu se produisit alors que les énergies magiques atteignaient leur intensité maximale. Gabriel put soudainement percevoir les forces mystiques à l'œuvre autour de lui avec une clarté cristalline, comprenant instinctivement comment le sort de Morgana était structuré et ce qu'il en coûterait à Sophia pour le libérer de son existence maudite. Il entendit le battement de cœur de Sophia s'affaiblir à mesure que le poids de la malédiction se transférait à son corps mortel, le son de sa douleur le frappant comme des coups physiques qui brisèrent quelque chose de fondamental dans sa conscience naissante. Pour la première fois de sa jeune existence, Gabriel fit l'expérience du véritable amour désintéressé, non pas en tant que bénéficiaire, mais en tant que personne capable de le donner librement, sa conscience émotionnelle améliorée se combinant à ses nouveaux pouvoirs de vampire, pour créer quelque chose qui n'était ni entièrement humain, ni complètement surnaturel. La prise de conscience que Sophia souffrait pour lui, que son sacrifice la condamnerait à l'isolement qu'il avait enduré tout en lui accordant une liberté qu'il ne voulait plus à un tel prix, déclencha une transformation qui surprit toutes les personnes présentes, y compris Morgana elle-même. L'héritage de vampire de Gabriel éclata avec une force qui envoya des ondes de choc à travers la chambre cérémonielle, les anciens cristaux résonnant comme des cloches, alors que le pouvoir qui avait été réprimé par la malédiction trouvait enfin sa pleine expression. Mais au lieu d'utiliser ses capacités pour son gain personnel, il les retourna contre l'œuvre même de Morgana. Ses pouvoirs nouvellement éveillés lui permirent de percevoir la structure magique de la malédiction avec une clarté parfaite, comprenant qu'il ne s'était jamais agi de recevoir un amour pur d'un autre, mais d'apprendre à donner un tel amour librement malgré le coût personnel. Sophia lui avait appris par un exemple patient ce que signifiait le dévouement désintéressé. Et maintenant, il démontrait que ses leçons avaient pris racine en choisissant de la protéger plutôt que d'accepter la liberté qu'elle lui offrait par son sacrifice. Gabriel perturba le rituel soigneusement construit de Morgana avec une force surnaturelle canalisée par une pureté émotionnelle qui se révéla plus puissante que des siècles de connaissances magiques accumulées, son amour désespéré pour Sophia, créant des résonances qui brisèrent l'architecture fondamentale de la malédiction. Le choc magique en retour, qui en résulta lorsque l'intervention de Gabriel rencontra l'œuvre ancienne de Morgana, créa des effets que personne n'avait anticipés, la réalité elle-même semblant se plier et se remodeler autour des forces contradictoires, alors que la malédiction se brisait d'une manière qui transcendait ses paramètres d'origine. Au lieu de se transférer à Sophia ou de simplement se lever de Gabriel, la malédiction se transforma entièrement, sa magie noire devenant quelque chose de lumineux et de curatif, qui laissa à la fois le professeur et l'élève changés mais libres de la prison surnaturelle qui avait défini leur relation. Gabriel conserva son ouïe retrouvée et ses capacités de vampire nouvellement manifestées, mais gagna quelque chose de tout aussi précieux, une âme humaine et une boussole morale qui guideraient ses choix indépendamment de sa nature surnaturelle, preuve que l'enseignement patient de Sophia avait réussi d'une manière qui allait au-delà de la rupture des liens magiques. L'ouïe de Sophia revint alors que le transfert raté s'inversait, mais son exposition à des forces magiques si intenses la laissa changer de manière subtile et permanente,
Sa perception humaine améliorée pour sentir les auras et les émotions surnaturelles, avec une clarté qui frisait la communication télépathique. Plus remarquable encore, une connexion mentale directe se forma entre Sophia et Gabriel pendant le chaos magique, leur permettant de partager des pensées et des sentiments à n'importe quelle distance, un lien qui assurait qu'ils ne seraient plus jamais confrontés à l'isolement ou à l'incompréhension. Morgana observa ces développements sans précédent avec une satisfaction qui frisait la fierté maternelle, révélant enfin le véritable but de sa malédiction séculaire. Elle n'avait jamais cherché une simple vengeance contre Adrian pour ses cruautés, mais plutôt sa rédemption en apprenant l'amour et le sacrifice authentiques. La malédiction avait été conçue comme un test élaboré qui ne pouvait être résolu que par la croissance d'Adrian en tant que père et personne, l'obligeant à être témoin et finalement à démontrer le dévouement désintéressé que sa nature de vampire avait réprimé pendant des siècles. La transformation de Gabriel en quelqu'un capable d'un véritable choix moral, tout en conservant des capacités surnaturelles, prouva qu'Adrian était en effet capable de changer, que même les créatures des ténèbres pouvaient évoluer au-delà de leurs origines prédatrices lorsqu'elles étaient motivées par un amour authentique pour les autres. L'ancienne sorcière partit aussi soudainement qu'elle était arrivée, son but finalement atteint après des décennies d'observation patiente, laissant derrière elle une famille changée à jamais par leur épreuve commune, mais désormais libre de forger de nouvelles relations basées sur le choix plutôt que sur la contrainte magique. La malédiction brisée et Gabrielle sauvée à la fois de sa prison surnaturelle et du sort que Sophia avait été prête à accepter à sa place, la question de ce qui allait se passer ensuite flottait dans l'air cristallin de la chambre comme un encens qui refusait de se dissiper. Sophia se tenait, tremblante d'épuisement magique, mais triomphante d'une manière qui transcendait la victoire personnelle. Sachant que Gabriel était enfin libre de devenir ce qu'il choisirait d'être, plutôt que de rester piégé par des circonstances indépendantes de sa volonté. Adrian s'approcha d'eux lentement. Sa fierté ancienne humiliée par le spectacle du vrai sacrifice et de l'amour démontré à la fois par son fils et par la femme qui était devenue bien plus que le professeur de Gabriel, comprenant que ces siècles de contrôle absolu avaient créé la prison même dont ils avaient tous eu besoin d'être libérés. Pour la première fois depuis l'arrivée de Sophia au manoir Blackthorn, elle possédait une véritable capacité d'action pour déterminer son avenir, n'étant plus liée par la contrainte magique ou la manipulation surnaturelle, mais libre de choisir sa propre voie en fonction de ses propres désirs et valeurs. Gabrielle, maintenant capable de parler à haute voix avec une voix semblable à des cloches d'argent touchées par le vent de la montagne, supplia Sophia de rester avec eux, mais ajouta rapidement qu'il comprendrait parfaitement si elle avait besoin de retourner à sa vie d'avant. Sa maturité émotionnelle reflétant l'éducation morale qu'elle lui avait fournie pendant des mois d'enseignement patient. L'offre d'Adrian vint avec une humilité sans précédent pour une créature habituée à commander plutôt qu'à demander, promettant de réformer les pratiques prédatrices de son clan, de trouver des moyens éthiques de maintenir l'existence des vampires qui ne nécessitaient pas la souffrance humaine, et de permettre à Gabriel de grandir avec les valeurs humaines que Sophia avait inculquées, indépendamment de son héritage surnaturel. Il offrit à Sophia un partenariat plutôt qu'un emprisonnement, l'égalité plutôt que la subjugation, lui demandant de rester non pas comme sa possession, mais comme quelqu'un dont la sagesse et la compassion pourraient aider à guider leur famille vers la rédemption. Le moment de la décision fut interrompu par une agitation venant des niveaux supérieurs du manoir, alors que Maya arrivait avec des chasseurs de créatures surnaturelles qu'elle avait contactés grâce aux indices soigneusement placés par Dante, de courageux mortels spécialisés dans le sauvetage des victimes de la manipulation des vampires et prêts à prendre d'assaut le manoir Blackthorn si nécessaire pour sauver Sophia de ce qu'ils supposaient être une captivité. Le son des pas approchant et des défis criés résonna dans les couloirs de pierre, forçant une confrontation immédiate où Sophia devrait choisir publiquement son allégeance, tandis que des forces surnaturelles se rassemblaient pour ce qui pourrait devenir une bataille qui déterminerait non seulement son destin,
mais l'avenir de tous ceux qu'elle avait appris à aimer dans cet étrange monde d'ombre et de magie ancienne. Le son des bottes sur la pierre ancienne et les défis criés par les chasseurs de créatures surnaturelles résonnèrent dans les couloirs du manoir Blackthorn comme un tonnerre annonçant une tempête imminente, forçant Sophia à prendre la décision la plus importante de sa vie, tandis que les tensions surnaturelles crépitaient dans l'air autour d'elle. Elle regarda le visage de Gabriel, maintenant lumineux de pouvoirs nouveaux et rayonnant de la joie d'entendre sa voix pour la première fois, puis Adrian, dont les siècles de certitude arrogante s'étaient effondrés pour laisser place à quelque chose de brut, de vulnérable et de véritablement plein d'espoir. La voix de Maya parvint jusqu'à elle le long des passages de pierre, appelant le nom de Sophia, avec un amour et une détermination désespérés, accompagnée des pas mesurés des chasseurs qui étaient venus préparer pour la bataille contre des créatures qu'ils ne comprenaient qu'à travers les légendes et la peur. Sophia réalisa que ce moment représentait plus que le choix entre deux mondes. Il s'agissait de créer une nouvelle possibilité qui honorait à la fois ses liens humains et la famille surnaturelle qu'elle en était venue à aimer malgré leurs sombres origines et leur nature compliquée. Elle appela clairement Maya et les chasseurs pour qu'ils arrêtent leur avancée. Sa voix portant à travers les anciennes salles du manoir avec une autorité qui surprit tout le monde, annonçant qu'elle était en sécurité et qu'elle choisissait de rester, mais demandant une chance d'expliquer des circonstances qui défiaient la compréhension conventionnelle. Lorsque Maya et 3 chasseurs armés atteignirent la chambre cérémonielle, ils ne trouvèrent pas une victime captive ayant besoin d'être secourue, mais une femme transformée par l'amour et la magie en quelqu'un capable de jeter un pont entre des mondes qui étaient restés séparés pendant des siècles. Sophia se tenait entre Gabriel et Adrian avec une grâce protectrice qui parlait de famille choisie plutôt que de coercition, sa perception améliorée lui permettant de sentir la confusion des chasseurs et le chagrin de Maya face à ce qui semblait être un syndrome de Stockholm, mais qui était en réalité quelque chose de bien plus complexe et de plus beau. La négociation qui suivit mit à l'épreuve toutes les compétences diplomatiques de Sophia alors qu'elle convainquait les chasseurs de créatures surnaturelles que le clan d'Adrian pouvait être réformé plutôt que détruit, que Gabriel représentait l'espoir d'une coexistence pacifique plutôt qu'une abomination à éliminer, et que son choix de rester était sincère plutôt que le résultat d'une manipulation de vampires. Elle proposa un nouvel arrangement qui révolutionnerait la façon dont les créatures surnaturelles interagissaient avec le monde humain, en commençant par sa propre position unique en tant que personne appartenant aux 2 royaumes simultanément. Sophia resterait au manoir Blackthorn, mais à des conditions qui préserveraient son indépendance et son lien avec l'humanité, passant la moitié de son temps à Ravens Hollow pour maintenir les liens avec son ancienne vie tout en servant de professeur à Gabriel et de boussole morale à Adrian pendant leur ajustement à une existence éthique. Elle insista pour que Gabriel fréquente une école ordinaire avec des enfants humains afin de développer des compétences sociales normales parallèlement à son éducation surnaturelle, qu'Adrian transforme son clan d'une organisation prédatrice en un sanctuaire où les vampires pourraient exister sans nuire aux innocents, et que les chasseurs de créatures surnaturelles soient autorisés à surveiller la situation pour s'assurer que ces promesses étaient tenues. Adrian accepta chaque condition avec une célérité qui aurait semblé impossible quelques heures plus tôt, sa transformation de tyran possessif en étudiant volontaire de la rédemption étant suffisamment complète pour convaincre même les chasseurs sceptiques qu'un véritable changement était possible. Il alla au-delà des exigences de Sophia en proposant de dissoudre entièrement les pratiques alimentaires séculaires du clan, établissant à la place un sanctuaire surnaturel où les vampires pourraient exister pacifiquement aux côtés des humains, grâce à des alternatives éthiques qui ne nécessitaient ni mort ni domination. Helena et Dante adoptèrent ces changements avec un enthousiasme né de décennies de conscience refoulée, reconnaissant de l'opportunité d'exister sans culpabilité constante concernant leurs besoins de survie,
tandis que Marcus lutta au début, mais finit par s'adapter lorsqu'il réalisa qu'une existence éthique n'exigeait pas d'abandonner entièrement leur nature surnaturelle. Maya fut témoin du bonheur et de la sécurité évident de Sophia, avec un émerveillement croissant, reconnaissant que son amie n'avait pas été diminuée par ses expériences, mais transformée en quelqu'un de plus puissant et de plus déterminé que la serveuse de petite ville qu'elle avait été avant de rencontrer le monde surnaturel. Lorsque Sophia proposa de faire de Maya une liaison entre sa nouvelle vie et le monde humain, promettant de maintenir leur amitié tout en partageant des versions soigneusement éditées de ces circonstances extraordinaires, Maya accepta avec des larmes de soulagement et d'excitation face aux aventures qui l'attendaient. Adrian scella l'accord en offrant à Maya une protection surnaturelle en guise de gratitude pour sa loyauté envers Sophia, s'assurant qu'elle ne serait jamais en danger face à d'autres entités surnaturelles qui pourraient désapprouver la connaissance humaine de leur monde. La période de transition qui suivit mit à l'épreuve l'engagement de chacun au changement, car les habitudes séculaires se révélèrent difficiles à abandonner et les nouvelles relations nécessitèrent une navigation constante entre des natures et des attentes différentes. 6 mois après la rupture de la malédiction, Gabrielle fréquentait l'école primaire de Ravens Hollow pendant la journée tout en poursuivant son éducation avancée avec Sophia le soir. Sa perspective unique combinant les capacités de vampire avec l'empathie humaine de manière à faire de lui un pont extraordinaire entre les mondes. Ses sens améliorés lui permettaient de percevoir les courants émotionnels que les autres enfants manquaient, le rendant remarquablement doué pour arbitrer les disputes dans la cour de récréation et se lier d'amitié avec les camarades de classe solitaires qui avaient besoin d'acceptation et de compréhension. Les enseignants s'émerveillaient des capacités académiques et de la maturité sociale de Gabrielle, ignorant que ses intuitions provenaient d'une perception surnaturelle guidée par les principes moraux que Sophia avait soigneusement inculqués pendant leurs mois de travail patient. Sophia rouvrit le Mountain View Diner avec le soutien financier d'Adrian, créant un espace neutre où les êtres surnaturels pouvaient interagir en toute sécurité avec les humains sous sa supervision protectrice et ses conseils bienveillants. Le diner devint un symbole de possibilité plutôt qu'un simple restaurant, son atmosphère chaleureuse et son environnement accueillant attirant des clients des deux mondes qui apprirent progressivement à coexister grâce à des repas partagés et des conversations prudentes. La banquette du mardi, où l'histoire de Sophia et Gabriel avait commencé, devint un lieu d'honneur où différentes espèces se rencontraient autour d'un café et d'une tarte pour discuter de problèmes et célébrer des succès, son importance grandissant à chaque interaction pacifique qui prouvait que la coexistence était non seulement possible, mais bénéfique pour tous. Adrian continua de lutter contre les instincts possessifs qui avaient défini son existence pendant des siècles, mais son engagement à grandir le conduisit à chercher de l'aide auprès de la source la plus improbable qui soit, Morgana, qui était restée dans la région pour observer les changements qu'elle avait catalysés par sa malédiction complexe. L'ancienne sorcière accepta de fournir des conseils pour la guérison psychologique d'Adrian, menant des séances de thérapie qui abordèrent les schémas de comportement toxiques accumulés au cours de siècles de pouvoir absolu et l'aidant à apprendre à exprimer l'amour par le soutien plutôt que par le contrôle. Sa relation avec Sophia se développa lentement et prudemment, fondée sur le respect mutuel et le choix conscient plutôt que sur la coercition surnaturelle, chaque étape étant célébrée comme la preuve que même les créatures des ténèbres pouvaient apprendre à aimer sans détruire ce qu'elles prétendaient chérir. Sophia découvrit que son exposition magique lors de la rupture de la malédiction avait des avantages inattendus au-delà de sa perception améliorée et de sa connexion mentale avec Gabriel. Son processus de vieillissement humain ralentissant considérablement pour lui donner le temps de construire un véritable partenariat avec Adrian au fil des siècles à venir. Elle se sentit devenir plus forte plutôt que plus faible au fil des mois,
sa nature compatissante étant en quelque sorte renforcée par l'exposition surnaturelle plutôt que corrompue, preuve que la bonté pouvait non seulement survivre au contact des ténèbres, mais aussi les transformer en quelque chose de beau. Un an après la rupture de la malédiction, de nouvelles traditions avaient remplacé les anciennes terreurs, le mardi devenant un jour d'enseignement et de connexion plutôt qu'une simple routine. Gabriel, maintenant confiant tant en langue des signes qu'en communication orale, enseignait à d'autres enfants au dîner de Sophia comment communiquer avec les membres de leur famille et leurs amis sourds, son instruction patiente reflétant les leçons apprises de la femme qui avait la première franchi la barrière de son isolement. Adrian participait à ces leçons avec une douceur surprenante, ses siècles de connaissances accumulées trouvant un nouveau but en aidant les enfants plutôt qu'en intimidant les ennemis, découvrant que le bonheur de son fils se multipliait de façon exponentielle lorsqu'il était partagé avec les autres plutôt que thésaurisé dans un secret protecteur. La bague de fiançailles que portait Sophia ne représentait pas un lien surnaturel, mais un engagement librement choisi, sa simple élégance reflétant sa préférence pour l'émotion authentique plutôt que pour le geste spectaculaire, tandis que la volonté d'Adrien de la courtiser lentement prouvait qu'il avait vraiment appris la différence entre la possession et le partenariat. Le dernier mardi de leur première année ensemble apporta une symétrie parfaite à leur vie transformée, alors qu'une famille blême et d'un autre monde se rassemblait à la banquette 7, entourée de rires, de conversations et d'une joie qui aurait semblé impossible pendant ces premiers jours de silence et d'ombre. Gabriel signa son amour à la fois à Sophia et à Adrian, tout en prononçant les mots à haute voix, sa communication bilingue reflétant le pont qu'il était devenu entre différents mondes et manières d'être, son bonheur rayonnant à travers le dîner, comme la lumière du soleil réchauffant tous ceux qu'elle touchait. Maya apporta du café et de la tarte en tant que membre de la famille élargie qui s'était formée autour du choix de Sophia de rester, sa propre vie enrichie par l'exposition à des merveilles que la plupart des humains n'imaginaient même pas, tandis que des clients surnaturels et humains remplissaient les autres banquettes dans une coexistence pacifique sous la direction bienveillante de Sophia et l'autorité protectrice d'Adrian. Le cycle de guérison et de connexion se poursuivit lorsque Sophia commença à enseigner à un nouvel élève. Un jeune louveteau loup-garou luttant pour communiquer avec son père né humain, tandis que Gabriel aidait avec des traductions qui franchissaient les barrières entre les espèces, tout comme il avait appris à combler le fossé entre le silence et le son. Chaque nouvelle relation prouvait que l'amour, donné librement et soigneusement nourri, possédait un pouvoir de transformation qui dépassait tout sortilège magique ou capacité surnaturelle, créant des liens qui renforçaient plutôt qu'ils ne contraignaient toutes les personnes impliquées. Alors que le soleil se couchait sur Ravens Hollow en cette parfaite soirée de mardi, les fenêtres du Mountain View Diner brillaient d'une lueur chaude contre l'obscurité de la montagne, tel un phare guidant les voyageurs vers l'espoir et la compréhension. À l'intérieur du restaurant confortable, différents mondes se rencontraient autour d'un café et d'une conversation. Tout cela parce qu'une serveuse avait choisi de tendre la main à un enfant silencieux et avait découvert que parfois, la plus grande magie consistait simplement à vouloir comprendre les autres, indépendamment de leurs différences ou de leur nature surnaturelle, créant des ondes de compassion qui se propageraient bien au-delà de leur petite ville de montagne et toucheraient d'innombrables vies dans les années à venir.